Tu sais, parfois, il y a des matins qui commencent comme n'importe quel autre. Le réveil qui sonne un peu trop tôt, le sol froid sous les pieds, la cafetière qui tousse dans un coin de la cuisine. Rien d'extraordinaire. Rien qui annonce quoi que ce soit d'anormal. Et pourtant, parfois, la vie te colle une claque sans prévenir. Vincent, lui, il s'est réveillé un jeudi matin à Strasbourg. Novembre, pluie fine, un de ces matins où le jour se lève pas vraiment. Tu vois le tableau? Il avait dormi un peu trop tard. La veille, il avait bossé tard sur son ordi comptable freelance. À son compte, plutôt du genre discret, posé, réglo. Il aimait bien les trucs carrés, Vincent. Les fichiers bien rangés, les tasses alignées dans le placard, la boîte à tisane striée par couleur. Tu vois le genre? Bref, il se lève. Il râle un peu, comme tout le monde. Il se cogne le pied dans la table basse classique. Il se dirige vers la cuisine, lance la bouilloire, cherche son paquet de tartines suédoises, met du beurre demi-sel, oui. Même à Strasbourg, il y en a qui jurent que par le demi-sel. Julie, sa compagne, elle était déjà debout. Elle bouquinait sur le canapé, amitouflée dans un plaid, avec ses grosses chaussettes en laine. Et là, elle lui dit un truc banal. Un truc du genre: Tu veux que je te fasse un thé? Et lui, sans réfléchir, il répond. Mais ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec du français. Julie fronce les sourcils. Elle répète un peu amusée. Quoi? Tu m'as dit quoi là? Vincent le regarde. Il ouvre la bouche. Il parle à nouveau. Et là, Julie recule un peu. Parce que ce qu'elle entend, c'est pas du français, c'est pas de l'anglais non plus. Ni espagnol, ni allemand, c'est une langue. Une vraie langue. Mais une qu'elle ne comprend pas du tout. Et pourtant, lui, il parle avec fluidité. Comme s'il récitait un texte appris par cœur. Comme si c'était sa langue maternelle. Julie, elle sourit un peu au début. Elle croit à une blague. Genre une appli débile sur son téléphone qui change la voix. Ou alors, s'il s'amuse, un pari à la con, une imitation de film. Mais Vincent, lui, il rigole pas. Il regarde Julie avec les yeux grands ouverts. Il essaye de dire: Je comprends pas ce que je dis. Il veut le dire, tu vois, mais les mots-ils sortent dans cette langue inconnue. Et là, Julie, elle sent un truc bizarre. Une gêne dans le ventre. Tu sais, ce petit frisson qui te monte dans le dos quand tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Quand la réalité, d'un coup, se met à trembler. Un peu comme une image floue sur un écran. Elle repose son bouquin. Elle se lève. Vincent, tu me fais peur, là. Elle lève les mains, les secoue. Il essaye de dire: Attends, je comprends ce que tu dis, mais j'arrive pas à répondre. Mais ce qui sort, c'est autre chose. Des mots aux consonances dures, parfois chantantes, parfois abruptes. Des syllabes qu'il n'a jamais entendues. Et pourtant, elles sortent. Comme ça. Naturellement, il va jusqu'à son téléphone. Il essaye de taper un message. Mais ses doigts tremblent et dans sa tête, tout est confus. Il comprend ce qu'il veut dire, mais il écrit autre chose. Il parle encore et encore. Et Julie, elle filme. Elle lui dit: Attends, je vais filmer, on va montrer ça à quelqu'un. Peut-être que... Vincent, lui, commence à paniquer. Tu vois dans ses yeux qu'il comprend qu'il perd le contrôle. Il veut juste parler. Juste dire: J'ai mal à la tête ou J'ai besoin d'aide. Mais il est comme enfermé dans une voix qui n'est pas la sienne. Et ce n'est pas comme perdre ses mots. Ce n'est pas un trou de mémoire. Non, il parle. Mais ce n'est plus lui. C'est à ce moment-là que Julie appelle le 15. Elle ne sait pas trop quoi dire. Elle explique un peu comme elle peut. Mon compagnon Neil parle plus français. Il parle une langue inconnue. Il comprend, mais il arrive plus à produire le français. C'est arrivé ce matin, comme ça, subitement. Le médecin régulateur lui pose 1000 questions. AVC, perte de conscience, antécédents. Julie dit non à tout. Vincent n'a jamais eu de soucis de santé. Juste une petite tension, un peu de stress, mais qui n'en a pas aujourd'hui. Il n'a pas pris de drogue, il n'a pas bu la veille. Rien. Juste dormi. Le médecin leur dit d'aller tout de suite aux urgences. Alors ils y vont.
En voiture. Pluie, brouillard, bouchon, bien sûr. Et Julie qui conduit en silence, les mains crispées sur le volant, les essuie-glaces qui grincent. Et Vincent qui répète des phrases incompréhensibles, dans cette langue sortie de nulle part. Et là, franchement, qui aurait deviné la suite? Vous auriez réagi comment à sa place? Vous seriez resté calme, vous? Moi, j'avoue, j'aurais paniqué. Grave. Et restez bien avec moi. Parce que ce qui va arriver ensuite, personne ne l'aurait cru. Vraiment. Tu sais, ça, il y a un truc avec les urgences en France. C'est toujours la même scène. T'arrives, t'es pas bien, tu le sais. Mais t'as ce doute, ce truc dans la tête qui te dit peut-être que j'exagère, hein? Et puis il y a le sas, les portes vitrées, l'odeur. Ce mélange de gel hydroalcoolique et de cafetière brûlée. Le bruit des chariots, les annonces au micro, et les regards, tous ces gens assis qui attendent, qui toussent, qui pleurent parfois, qui fixent le vide. Vincent et Julie arrivent là-dedans, trempés jusqu'aux os. Pas de parapluie, pas eu le temps. Vincent a la capuche collée au front, il tremble. Pas forcément de froid, de vertige, de confusion. Il regarde autour de lui, les yeux un peu fuyants. Il est là, mais pas vraiment, tu vois? Julie s'approche de l'accueil, cette fameuse vitre, où on parle à travers un interphone qui grésille. Elle dit bonjour. Elle explique rapidement. Bonjour. Mon compagnon a perdu l'usage de la parole enfin. Il parle une langue inconnue. Il comprend tout. Mais il ne peut plus parler français. La secrétaire fronce les sourcils. Elle regarde Vincent. Elle lui demande son nom. Et là, il essaye. Elle ouvre la bouche. Mais ce qui sort, encore une fois, c'est cette langue étrange. La secrétaire le regarde interloqué. Il est étranger? Julie fait non de la tête, vite. Non, il est français. Il est né à Besançon. Il n'a jamais quitté la France. Il ne connaît aucune autre langue. Petite blanque. La secrétaire hésite, puis lui tend un formulaire, en anglais. Essayez avec ça, au cas où. Julie a un rire nerveux. Mais il ne parle même pas anglais. Il parlait, je sais pas moi, du russe, du hongrois, rien à voir. Vincent, lui, regarde le papier. Il comprend vaguement ce que c'est, mais il n'arrive pas à écrire. Ses doigts veulent écrire autre chose. C'est comme s'ils étaient déconnectés, comme si sa pensée ne trouvait plus le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'il a tout oublié, c'est juste que les bons mots sont bloqués et d'autres prennent leur place. Il sort son téléphone. Il ouvre l'appli dictaphone. Il parle dedans. Il se réécoute. Il a les larmes aux yeux. Et là, dans la salle d'attente, il y a un silence un peu étrange. Les gens le regardent. Il y a une vieille dame qui murmure à sa voisine. Ça, sûrement un sans-papier. Elles savent plus quoi inventer pour passer devant les autres. Julie serre les poings, mais elle dit rien, passe le moment. Elle veut juste qu'on le prenne au sérieux. Finalement, un infirmière arrive, les fait entrer en triage. Tu connais la salle. Néon blafard, rideau tiré, fauteuil plastique, tension, température, saturation, routine. Mais là, quand l'infirmière lui demande s'il a mal quelque part, Vincent répond encore avec cette langue. Sauf que cette fois, il accompagne ses mots de gestes. Il pointe sa tempe. Il mime. Et il pleure. L'infirmière dit à Julie, « Il est aphasique, c'est sûr. On va appeler un euro. » Julie souffle. Au moins quelqu'un qui prend ça au sérieux. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce qu'ils vont découvrir dépasse largement ce qu'ils imaginent. Parce que là, on est à peine au début. Un neurologue arrive 1 heure plus tard. Un jeune, lunettes rondes, l'air fatigué. Il pose quelques questions. Il fait des tests basiques. Touchez votre nez. Montrez-moi vos 5 doigts. Fermez les yeux, ouvrez-les. Vincent suit. Il comprend tout. Il n'a aucun trouble moteur, aucune confusion cognitive visible. Juste la parole. Il ne peut pas parler français. Il ne peut pas écrire. Il ne peut pas lire le français non plus. Mais il comprend. Et là, franchement, faut imaginer l'angoisse. Tu sais, quand tu es dans ton corps, que tout fonctionne, que tu sais ce que tu veux dire,
que tu comprends taire le monde autour de toi, mais que tu ne peux pas y répondre, c'est comme être vivante sous une cloche de verre, étouffant, humiliant, violent. Le neuro, lui, regarde Julie. Vous êtes sûr qu'il n'a jamais appris une autre langue, même dans son enfance, même pas un peu d'allemand à l'école? Julie s'énerve presque. Mais je vous dis que non. Il est nul en langue. Il a eu 6 au bac d'anglais. Il connaît même pas 2 mots d'allemand. Le médecin hoche la tête, note sur son calepin. Il écrit un mot qu'elle lit à l'envers. Glossolalie. Tu connais ce mot que toi? Je lis non plus. Alors elle demande. C'est quoi la glossolalie? Le neuro hésite, puis répond. C'est quand on parle une langue qui n'existe pas, souvent observée dans des cas religieux ou de troubles psychiatriques. Julie le regarde comme si elle venait de se prendre une gifle. Vous pensez qu'il est fou? Non, pas encore. On va d'abord faire des examens. Et voilà, encore cette phrase qu'on entend souvent dans les hôpitaux. On va faire des examens. IRM, scanner, prise de sang, EEG. Vincent passe par toutes les machines. Il reste couché, les bras le long du corps, le regard vide, comme un fantôme. Le plus étrange, tout semble normal. Pas d'AVC, pas de tumeur, pas d'hémorragie cérébrale, pas de traces de traumatisme, rien. Le cerveau est intact. Les images sont nettes. Aucune anomalie visible. Et là, Julie, elle commence à perdre pied. Parce que quand le cerveau est intact, mais que quelque chose ne fonctionne plus, on entre dans une autre dimension. Et franchement, vous auriez pensé à quoi à sa place? Un sort, une possession, un rêve mal digéré? Parce que là, plus personne ne comprend, même pas lui. Et la suite, croyez-moi, elle va vous faire tomber de votre chaise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hôpitaux en France, ça, c'est un peu comme une ruche. Il y a ceux qui cornent, ceux qui piquent, ceux qui bourdonnent d'infos, et ceux qui regardent sans savoir quoi faire. Et parfois, il y a un cas qui fait bugger tout le monde. Un cas qui circule dans les couloirs. Un médecin en parle à un autre en chuchotant. Tu sais pas, le gars de la 412, il parle une langue inconnue. Et comme toujours, il y en a qui lèvent les yeux au ciel. Encore un qui veut passer au journal de 20 heures. Mais le neurologue, lui, il s'accroche. Il veut comprendre. Elle appelle une collègue plus expérimentée, une certaine docteur Lemaître. Une femme sèche, la cinquantaine, tailleur Bordeaux, l'œil perçant. Pas du genre à se laisser impressionner par un mystère. Elle entre dans la chambre sans un mot. Elle regarde Vincent. Il est assis sur son lit en pyjama bleu clair, un peu pâle, un peu las. Elle lui parle doucement. Bonjour Vincent, je suis la neurologue en charge aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez? Il la fixe. Il comprend. Et hoche la tête, il essaie de répondre. Et ce qui sortent sont des mots encore. Rapides, fluides, avec des intonations que même le maître ne connaît pas, elle ne bouge pas d'un millimètre. Elle l'observe. Elle lui pose plusieurs questions simples. Et elle note. Compréhension intacte. Intention intacte. Mais production impossible. Elle tourne la tête vers Julie, lui murmure. Ce n'est pas une aphasie classique. Et là, elle prononce un mot étrange, presque à voix basse. C'est peut-être une configuration linguistique croisée. Julie fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la neurologue s'assied. Elle prend une grande respiration. Et elle explique, à sa manière. Pas avec des mots compliqués. Avec des images. Elle dit, imaginez que le cerveau, c'est une bibliothèque. Chaque langue, chaque mot qu'on connaît, chaque souvenir de langue est un livre sur une étagère. Chez la plupart des gens, le français, il est bien rangé. C'est facile d'y accéder. Mais parfois, à cause d'un choc, ou même sans raison apparente, la bibliothèque se dérègle, les étagères tournent, le bon livre disparaît, et un autre, inconnu, surgit. Julie reste bouche bée. Vous voulez dire que son cerveau a sorti un livre qu'il n'a jamais lu? La docteure fait oui de la tête. Exactement. Et là, Vincent, qui écoutait, se met à pleurer. Pas un gros sanglot, non.
une larme, discrète, triste, comme s'il venait de comprendre qu'il était prisonnier de sa propre tête. Mais attendre ça n'est pas tout. Le lendemain, le maître revient avec une idée. Elle a fait écouter les enregistrements à un collègue linguiste à la fac de Strasbourg, un spécialiste des langues baltes et finno-ougriennes. Elle a dit: ce n'est pas du finnois, ni de l'estonien, mais il y a des structures syntaxiques proches. Julie ne comprend rien à tout ça, mais elle sent que c'est grave, ou en tout cas se passe banal. La neurologue parle alors de langage spontané structuré. Elle explique que parfois, très rarement, des personnes créent une langue. Inconsciemment, leur cerveau génère un système linguistique complet. Sujet, verbe, complément, conjugaison, même une musicalité. Mais Vincent Hill ne sait pas d'où ça vient. Il n'a pas appris. Il ne l'a pas inventé volontairement. Elle est juste là. Et c'est ça qui est si fou. Julie le regarde dormir cette nuit-là. Elle repense à tout, aux discussions sur l'oreiller, aux vacances d'Arcachon, aux soirées Netflix, aux engueulades pour la vaisselle. C'était un mec normal, Vincent. Un gars gentil, attentionné, parfois un peu rigide, mais tendre. Pas le genre à faire des coups tordus et sûrement pas à simuler une crise linguistique pour passer à l'art télé. Alors elle doute pas. Elle se dit: il y a un truc qu'on comprend pas encore, mais c'est réel. Et franchement, vous en pensez quoi, vous? Ça vous est déjà arrivé? Un moment où votre cerveau vous trahit comme ça? Où vous avez l'impression d'être là, sans l'être vraiment? Parce que moi, j'avoue ça me foutre les jetons. Mais attendez de voir la suite. Parce que ce cerveau, il n'avait pas fini de parler. Il y a des moments où on n'a pas besoin de mots. Le silence, parfois, il en dit plus. Et Vincent, là, dans ce lit d'hôpital, il parle pas. Pas parce qu'il veut pas, mais parce que son cerveau, lui, il a décidé de faire autrement. Et il est allongé, le regard collé au plafond, et il repense à des trucs, des détails, des choses qu'on croit oublier, mais qui reviennent comme ça, d'un coup, quand plus rien n'a de sens. Il se souvient d'un hiver à Besançon, et il devait avoir 7 ou 8 ans. Sa mère lui avait tricoté une écharpe trop longue, bleue électrique. Il la traînait derrière lui comme une traîne de mariée. À l'école, il aimait bien rester au fond de la classe. Pas parce qu'il s'en fichait, non, mais parce qu'il avait peur. Peur de lire à voix haute, peur de se tromper, peur de rougir. Tu sais, il y a des gamins, dès qu'ils ouvrent de la bouche, tout le monde les écoute. Vincent, lui, dès qu'il parlait-il bégayait, il mélangeait les sons. Il avait l'impression que sa bouche allait plus vite que sa tête. Ou l'inverse. Il savait ce qu'il voulait dire, mais les mots prenaient la fuite. Et ses profs, à l'époque, ils se disaient: il manque de confiance. Ou alors, il est dans la lune. Mais personne ne posait la vraie question: et s'il pensait autrement? Et là, dans sa chambre d'hôpital, des années plus tard, ces souvenirs-là reviennent, comme un vieux film muet, un peu flou, un peu jauni. Il se souvient de son grand-père aussi, Marcel, un homme taciturne qui parlait peu, mais quand il parlait, c'était toujours bizarre. Des mots inventés, des sons qu'il balançait en rigolant quand il bricolait dans le jardin. On croyait que c'était juste un vieux qui radotait. Mais maintenant, Vincent se demande: et si c'était plus que ça? Un jour, quand il avait 10 ans, il était tombé sur un vieux cahier dans le grenier. C'était plein de signes étranges, une espèce de mélange entre l'alphabet et des dessins. Il avait demandé à son grand-père ce que c'était, et l'autre, il avait juste souri. C'est la langue des vents. Vincent avait rigolé. Il avait reposé le cahier. Et il avait oublié, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est juste un souvenir bizarre? Un fantasme? Une invention de l'esprit? On ne sait pas. Et Vincent non plus. Mais tu vois, le cerveau, c'est pas une boîte bien rangée, c'est un labyrinthe. Il y a des portes fermées, des passages secrets, des pièces condamnées, et parfois une vieille porte s'ouvre, sans prévenir. Il se souvient aussi du rêve, cette nuit-là, juste avant que tout commence. Il était dans une forêt. De la neige partout, pas un bruit, sauf une musique. Une voix douce, lointaine, qui murmurait des mots.
Pas effrayant, juste étrange. Comme un chant oublié. Et puis au loin, une silhouette, un enfant, qui le regardait, qui parlait. Mais avec cette même langue qu'il parle maintenant. Et quand il s'est réveillé, la voix était toujours là, en lui. Julie, elle, ne sait rien de tout ça. Elle dort, recroquevillée sur la chaise de visite, blouson sur les épaules, fatiguée. Elle aussi, elle commence à douter. Elle l'aime, Vincent, c'est sûr. Mais comment on fait pour aimer quelqu'un quand on ne comprend plus ce qu'il dit? Quand chaque phrase devient un mystère. Et pourtant, elle reste. Parce que c'est ça aussi, l'amour. C'est pas que les bonjours, les rires, les restos du samedi. C'est aussi les hôpitaux, les odeurs de javel, les plateaux repas immangeables et les questions sans réponse. Ce soir-là, une interne vient faire le point. Elle parle vite, trop vite. Elle mentionne des mots que Julie ne comprend pas. Processus fonctionnel, conversion, syndrome dissociatif. Elle parle d'une possible hospitalisation en neurologie longue durée et d'un bilan psychologique approfondi. Julie serre les dents. Elle demande: Mais vous pensez qu'il invente? L'interne se tait. Elle ne dit ni oui ni non. Mais ce silence-là, il fait mal. Et toi, tu ferais quoi à sa place? Tu continuerais d'y croire? Ou tu te dirais que peut-être c'est juste un burn-out, une crise nerveuse, un truc enfoui qui remonte? Parce que franchement, on n'est jamais prête pour ça. Pas dans une vie normale. Pas dans un couple tranquille. Pas dans un quotidien où le pire souci, c'était de retrouver les chaussettes propres dans le panier à linge. Mais là, c'est différent. Là, c'est le cerveau qui a décidé de parler autrement, et personne ne comprend pourquoi. Et la suite, elle, va encore plus loin. Ce matin-là, il pleuvait encore. Tu sais, cette pluie fine et glacée de novembre, celle qui colle aux vitres sans vraiment tomber. Strasbourg était grise, fatiguée, et à l'hôpital, dans le couloir du service neuro, les blouses blanches chuchotantes. Le cas de Vincent avait déjà fait le tour de l'étage. Certains l'appelaient le polyglotte inconnu. D'autres, le patient 404, tu sais, comme l'erreur quand une page web n'existe pas. Ça les faisait marrer un peu, mais pas Julie. Elle en pouvait plus. Elle voulait juste une réponse, un mot, un espoir. Et pourtant, les choses ne faisaient que se compliquer. Parce que maintenant, Vincent écrivait. Oui, il écrivait, mais pas en français, ni en anglais, ni en aucune langue connue. Des lignes entières de symboles, bien rangées comme une écriture cohérente, répétitive, presque organisée. Julie a montré ça à la neurologue, la docteure Lemaître. Elle a pris les feuilles, les a lues en silence, puis elle a soufflé. C'est une langue construite, structurée. C'est pas du charabia. Alors, elle a contacté un chercheur en linguistique à l'université. Un gars un peu décalé, cheveux en bataille, lunettes scotchées, qui s'est pointé 2 jours plus tard avec un sourire jusqu'aux oreilles. J'adore ce genre de truc, qu'il a dit, et s'est assis avec Vincent. Et là, ils ont parlé. Enfin, il parlait en français, et Vincent, lui, répondait dans sa langue. Et tu sais quoi? Le linguiste notait. Il décomposait les phrases. Il regardait les racines. Il commençait à voir des répétitions, des règles, une syntaxe. Il a même dit: c'est une langue logique. Elle respecte des principes. Sujet, verbe, objet, conjugaison, temps. C'est pas un délire. C'est une structure mentale. Julie l'a regardé comme si c'était une blague. Mais vous voulez dire qu'il a inventé une langue comme ça, sans s'en rendre compte? Le linguiste a haussé les épaules. Apparemment, oui. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il la maîtrise parfaitement. Et là, la question, elle se pose vraiment. Est-ce qu'on peut parler une langue qu'on n'a jamais apprise? Vincent ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Mais il ne souffrait pas. Il ne délirait pas. Il était là, lucide, présent, juste débranché du français. Et c'est là que l'équipe médicale a commencé à se diviser. Certains parlaient de syndrome de conversion, une forme de stress intense qui se transforme en symptômes physiques. D'autres pensaient à un trouble dissociatif, un genre de déconnexion du cerveau,
pour se protéger d'un traumatisme. Mais le problème est qu'il n'avait aucun stress visible, aucun traumatisme récent, rien. Vincent allait bien, il avait une vie équilibrée, un couple stable, un métier qui lui plaisait. Rien à signaler. Alors quoi? Un bug? Un génie de subconscient? Une forme rare d'épilepsie du langage? Une réactivation spontanée de circuits neuronaux jamais utilisés? Personne ne savait. Et pendant ce temps, Vincent écrivait, parlait, chantait même parfois, tout doucement, des mélodies sans paroles compréhensibles, mais cohérentes, harmonieuses. Julie, elle, oscillait. Un jour, elle y croyait. Le lendemain, elle flanchait. Un soir, elle a même dit à l'infirmière. Est-ce qu'il faisait exprès? Juste pour fuir? Puis elle a fondu en larmes. Parce que Julie, elle n'a jamais cru aux fuites. Elle a toujours été du genre à affronter. Et là, elle affrontait un mur. Ce soir-là, en pleine insomnie, elle a tapé «parlait une langue inconnue» sur Google. Elle est tombée sur des forums ésotériques, des vidéos cheloues, des cas psychiatriques anciens, même des récits de langue d'âme ou de langage céleste. N'importe quoi. Elle a refermé son ordi. Mais au fond d'elle se posait une question toute simple. Et si c'était réel? Et vous, franchement, vous y croiriez, vous? Vous penseriez que le cerveau peut créer sa propre langue, juste comme ça, du jour au lendemain? Ou vous vous diriez que c'est un délire, une fuite, un cri silencieux? Parce que là, la science commençait à patiner. Et la suite allait basculer, littéralement. C'est fou, quand on y pense. On passe notre vie à parler, à s'expliquer, à mettre des mots sur ce qu'on ressent, et puis, un jour, ces mots disparaissent. Et là, il reste quoi? Julie, elle a tenu bon. Une semaine, 2 semaines, à venir chaque jour, prendre sa voiture sous la pluie, à se garer en double fil devant l'hôpital, parce que les places, il n'y en a jamais, à monter les étages avec son petit sac en toile, le même depuis des années, avec un bouquin qu'elle ne lisait plus, juste pour dire qu'elle était là. Et Vincent, lui, y attendait, assis sur son lit, en chaussettes, à regarder les horloges sans jamais vraiment lire l'heure. Il savait quand elle allait arriver. Il ne regardait pas la montre. Il sentait, comme un animal blessé qui reconnaît les pas de celle qu'il aime. Mais ce jour-là, c'était différente. Julie est entrée, trempée jusqu'aux os, encore. Écharpe dégoulinante, bottes boueuses. Elle s'est assise, elle n'a rien dit, et lui non plus, et puis elle a sorti quelque chose de son sac, une feuille, un tableau, avec des dessins, des pictos. Elle a soufflé. Bon, j'ai réfléchi. On va faire notre propre langage, d'accord? Et là, elle a pointé du doigt un petit cœur rouge dessiné à la main. Ça, c'est quand je t'aime. Vincent a cligné des yeux. Puis il a souri. Et avec son stylo, il a dessiné un autre cœur, plus grand, avec une flèche. Puis il l'a montré. Julie a compris. Ah, ça veut dire je t'aime encore plus? Il a hoché la tête et ce jour-là, pour la première fois depuis 3 semaines, elle a pleuré. Mais pas de tristesse, de soulagement. Parce qu'enfin, ils se parlaient. Pas avec des mots, mais avec autre chose. Et c'est là qu'un truc a changé. Julie a ramené un carnet. Tous les jours, elle notait ce qu'il écrivait dans sa langue. Elle mettait des codes, des sons, des repères. Elle a commencé à reconnaître certains mots. Elle a même pu dire bonjour dans la langue de Vincent. C'était pas parfait, mais c'était sincère. Et Vincent, il redevenait lui-même, différemment. Il riait, il réagissait, il était là, pleinement. Tu vois, on croit souvent que le langage, c'est la parole. Mais en vrai, c'est le lien. Et Julie, elle a recréé le lien, à la main, avec des dessins, avec du courage et beaucoup d'amour. Mais ce n'est pas tout. Le linguiste est revenu. Il a étudié la langue de Vincent pendant des heures. Il a noté les conjugaisons, les structures, et il a même dit, c'est un système qui se tient. Ce n'est pas un hasard. C'est une architecture cérébrale. Et là, la neurologue a proposé une IRM spéciale. Une imagerie fonctionnelle, tu sais, le genre qui montre les ondes du cerveau en activité.
Et la surprise. Quand Vincent parlait dans sa langue, ce n'étaient pas les zones habituelles du langage qui s'activaient, non. C'étaient des zones rarement sollicitées, profondes, associées à la mémoire, à la musique, à la perception visuelle, comme si son cerveau avait redessiné la carte du langage, comme s'il avait trouvé un autre chemin. Et tu sais ce que le neurologue a dit? C'est un cas unique. Peut-être un phénomène de neuroplasticité extrême. On ne sait pas. Et Julie, elle a juste répondu. On n'a pas besoin de savoir. On a besoin de vivre avec. Et franchement, elle a raison. Parce qu'à ce moment précis, la question n'était plus pourquoi ça lui est arrivé, mais comment on avance à deux quand l'autre change complètement. Et vous, vous auriez fait quoi? Vous seriez resté? Vous auriez tout abandonné. Vous auriez essayé d'apprendre la langue de l'autre, même si elle n'existe nulle part ailleurs? C'est le genre de truc qu'on n'imagine pas jusqu'au jour où ça vous tombe dessus. Et ce jour-là, faut choisir. Fuir ou aimer autrement. Et la suite. Attendez de voir. Elle a été inattendue. Vincent allait mieux. Enfin, va mieux, c'est relatif, hein? Elle parlait toujours sa langue. Mais il était plus calme, plus souriant. Il mangeait, il lisait enfin et regardait les pages. On ne sait pas s'il comprenait tout. Il semblait paisible. Julie venait tous les jours. Elle connaissait désormais une trentaine de mots. Et ils avaient créé des petits rituels. Un geste pour bonne nuit. Un son pour j'ai faim. Même un clin d'œil qui voulait dire t'es bête. Ça ressemblait presque à une nouvelle normalité. Presque. Mais tu sais comment c'est. Le corps humain, il y a ses caprices. Et le cerveau, c'est le pire des capricieux. Surtout quand il t'a déjà surpris une fois. Un matin, Vincent ne s'est pas réveillé. Enfin si, il ouvrait les yeux, et respirait, il fixait le plafond. Mais il ne réagissait plus. Julie est arrivée, comme d'habitude, avec ses 2 croissants encore tièdes, tu sais, ceux de la boulangerie en bas, la dame avec la frange et le tablier rose. Elle a posé le sac sur la table roulante, elle a sourié, elle a comprise. Vincent ne la reconnaissait pas. Pas un mot. Pas un regard. Pas même un froncement de sourcils. Juste le vide. Le personnel médical a réagi vite, scanner, urgence neuro, ponction lombaire. Ils ont tout envisagé. Infection, inflammation, récidive d'AVC silencieux, crise d'épilepsie partielle prolongée. Mais tout était normal, encore, comme avant. Et pourtant, Vincent n'était plus là. Les jours ont passé, 3, 4, 5, toujours ce même regard perdu, présent sans l'être. Julie dormait à moitié sur le fauteuil. Elle ne mangeait plus vraiment, elle attendait. Et puis un soir, elle a craqué. Elle a crié sur l'interne, pas fort. Mais avec la rage fatiguée des gens qui n'en peuvent plus. Vous m'aviez dit qu'il allait mieux. Vous m'aviez dit que c'était stable. Pourquoi il me regarde comme une inconnue? Et là, l'internel n'a rien dit. Il a juste posé la main sur son épaule parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais cette nuit-là, un truc s'est produit. Vers 2 heures du matin, Julie s'est réveillée en sursaut. Elle avait rêvé d'un mot. Un mot de la langue de Vincent. Un mot qu'il utilisait souvent au début quand tout avait basculé. Elle n'avait jamais su ce qu'il voulait dire. Elle s'est levée. Elle s'est approchée de lui. Elle l'a dit, ce mot, tout doucement, comme un souffle. Et là, Vincent a cligné des yeux, lentement. Puis il a tourné la tête, et ses lèvres ont bougé. Il a répété ce mot, et Julie a senti son cœur exploser dans sa poitrine. Tu m'entends? C'est toi? Tu me reconnais? Il a hoché la tête à peine. Mais c'était assez. Les médecins ont parlé de phase catatonique partielle, d'un retrait cérébral temporaire, d'un nouveau bug en somme. Mais Julie, elle n'a pas voulu savoir. Elle avait juste retrouvé le regard de l'homme qu'elle aimait. Elle a pris une décision, pas sur un coup de tête, pas un délire. Une vraie décision de femme qui en a marre d'attendre des réponses. Le lendemain, elle s'est allée voir la neurologue le maître. Je le ramène à la maison. Mais madame, elle n'est pas prête. Moi, si. Et elle l'a fait. Elle a signé les papiers. Elle a rempli un dossier Amélie, mis à jour la mutuelle, trouvé une infirmière libérale sur Doctolib. Elle a tout organisé. Comme une vraie Française qui gère même dans le chaos.
Elle a ramené Vincent chez eux, dans leur petit appart avec les rideaux moches mais les plantes vertes qu'elle adore. Elle a réorganisé la chambre, mis un matelas par terre au cas où, rebranché la cafetière, vidé le frigo des yaourts périmés, et elle a respiré. Pour la première fois depuis un mois, elle a dormi. Vincent, lui, regardait par la fenêtre. Les lumières de la ville, les voitures, les gens qui passaient, et il a murmuré un mot. En sa langue, Julie n'a pas compris, mais elle a souri. Parce que parfois, comprendre, c'est pas une question de mots, c'est une question de présence. Mais la suite, tu crois que c'est fini? Attends, la suite, c'est la plus belle partie. Tu sais ce qui est drôle? C'est qu'on pense toujours que le retour à la maison, c'est la fin du tunnel, le moment où tout redevient normal, où on respire enfin, où on reprend la vie comme avant. Mais quand Vincent est rentré chez lui, il ne reconnaissait pas son canapé, ni le bruit du frigo, ni même l'odeur du savon dans la salle de bain. Il avançait doucement, comme un visiteur dans sa propre vie. Julie avait tout préparé. Elle avait imprimé des photos de leur voyage, Collioure, la Bretagne, une fois à Rome, quand Vincent s'était trompé de bus et qu'ils avaient en fini chez un curé. Elle avait mis des post-it partout, ça, avec des pictos, des mots en français et en sa langue du mieux qu'elle pouvait. Et tous les matins, elle lui disait Bonjour Vincent, on est chez nous. Tu t'appelles Vincent. Et moi, c'est Julie. Et je t'aime. C'était devenu leur rituel. Un mantra, une encre. Elle avait même acheté un tableau blanc pour noter les nouveaux mots, les sons, les tentatives, parce que Vincent recommençait à parler. Parfois, un mot de français sortait, timidement, comme un enfant qui apprend, puis deux, puis une phrase. Tordue, mais compréhensible. Le jour où il a dit « Toi, belle », Julie a fondu en larmes. Mais il ne faut pas croire, c'était pas linéaire. Il y avait des jours où tout semblait revenir, et d'autres où il se repliait, où il ne parlait plus du tout, où il fixait la télé sans réagir, même devant un match de foot, et Dieu sait qu'il adorait ça avant. Elle a eu peur, parfois. Elle a douté. Mais elle est restée. Et c'est là que le premier vrai mot est revenu. Un matin, banal. Café sur la table, tartine grillée, la radio qui grésille avec une pub pour des fenêtres double vitrage. Et soudain, Vincent dit, clairement, pain. Julie le regarde, figée. Tu veux du pain? Il répète en souriant. Pain. Et elle court dans la cuisine, attrape une baguette, coupe un bout, le pose devant lui. Il croque dedans. Et là, elle entend, bon, deux mots, deux petits mots. Et pourtant, c'était énorme. Elle a su à cet instant qu'il y avait un chemin, pas simple, pas rapide, mais un vrai chemin de retour. Le neurologue a proposé une rééducation langagière, mais adaptée. Une orthophoniste formée à la neuroplasticité. Ils ont travaillé sur l'association image-son, sur la mémoire auditive, sur le mime. Des trucs simples, presque enfantins. Et ça marchait. Lentement, certes. Mais Vincent reprenait pied. Il ne redevenait pas exactement comme avant. Il devenait autre chose. Quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, avec une langue de plus, avec des silences différents, avec des regards qui disaient mille choses sans parler. Et Julie, elle l'aimait encore, peut-être même plus, parce qu'elle avait appris à aimer au-delà des mots, à aimer malgré, à aimer quand même. Elle disait parfois, j'ai dû tomber amoureuse 2 fois du même homme, mais sous 2 formes différentes. Et quand elle lui disait ça, Vincent riait, un rire doux, nouveau, comme un gosse. Tu vois, il y a 3 choses de ce qu'elle a comprises, Julie, et qu'on devrait tous garder en tête. 1. Écouter les signes, même les plus bizarres, même ceux qui semblent absurdes. Parce qu'un corps, un cerveau, ça parle toujours. D'une manière ou d'une autre. 2. Ne jamais croire qu'on connaît quelqu'un à 100%. Même ceux qu'on aime. Même ceux avec qui on vit. Parce que parfois, il y a en nous des mondes qu'on n'a jamais explorés. 3. S'autoriser à aimer autrement, sans attente, sans script, juste avec ce qu'on a. Et vous? Ça vous est déjà arrivé de devoir tout réapprendre avec quelqu'un?
ou avec vous-même, vous avez déjà vécu un truc qui vous a obligé à tout revoir? Parce que la vie, parfois, elle t'envoie un crash test. Pas pour te détruire, mais pour te réinventer. Et Vincent, aujourd'hui, il parle un peu français. Il parle encore beaucoup dans sa langue aussi. Il en mélange les deux. Il rit souvent, il écrit toujours. Il crée des chansons. Il a même commencé un roman, dans sa langue à lui. Julie l'appelle le poète bilingue. Et tu veux savoir le plus beau? Il l'appelle Julie, avec la bonne intonation, le bon regard, le bon cœur. Et ça, franchement, c'est un miracle. Des mois ont passé. L'hiver est devenu printemps, puis été. Vincent et Julie ont repris une routine. Pas la même qu'avant. Une autre, une nouvelle. Ils font leur course ensemble le samedi matin au marché de la place. Le primeur les connaît bien. Il sait que Vincent parle peu, mais il comprend vite. Il sourit beaucoup et Julie complète. Ils sont comme deux morceaux d'un même puzzle. Un jour, une petite fille les a regardés au rayon yaourt. Elle a tiré sur la manche de sa mère et a dit: Maman, pourquoi le monsieur parle bizarre? La mère a bafouillé, gênée. Julie s'est tournée vers la gamine, s'est accroupie et a dit calmement, parce qu'elle parle une langue que personne ne connaît encore. Et Vincent, lui, a simplement levé le pouce. Les enfants comprennent vite, en fait. Vincent continue d'écrire. Il a même été invité dans un colloque à Lyon, organisé par des neurologues et des linguistes. Julie l'a accompagné. Il n'a pas pris la parole, non. Mais il a montré ses textes, ses carnets, ses gribouillis devenus poésie. Et ce jour-là, une linguiste hongroise a dit: Ce n'est pas juste un cas médical, c'est une œuvre. Julie a souri. Elle n'avait pas besoin qu'on le reconnaisse. Mais ça faisait du bien un peu, et ils ont aussi été invités dans un lycée pour parler différence, langage ou identité. Alors les ados, tu sais, ils sont directs. Mais du coup, c'est comme une maladie ou un super pouvoir. Et Julie a répondu: C'est un mystère, et parfois, il faut apprendre à vivre avec les mystères. Ce soir-là, en rentrant, Vincent lui a écrit sur un papier: Merci pour tout. Et Julie a dit: Je t'ai pas sauvé, hein, je suis juste resté. Et c'est vrai. Elle n'a pas tout compris. Elle a douté. Elle a failli partir. Elle a hurlé, pleuré, ri jaune. Mais elle a tenu. Et Vincent est vite avec ça. Pas contre, avec. Il ne cherche plus à redevenir comme avant. Il avance, lentement, mais vraiment. Parfois, dans le métro, les gens le regardent écrire dans son carnet. Certains croient que c'est de l'arabe, d'autres du russe, d'autres un code. Un jour, une dame lui a demandé s'il était un espion. Il a rigolé, mais au fond, il l'est un peu. Un espion de son propre cerveau. Et toi, qui as suivi cette histoire jusqu'au bout, t'en penses quoi? T'as déjà vécu un truc qui te dépasse complètement? Un moment où t'as dû lâcher prise, accepter et faire avec ce que la vie t'imposait? Parce que cette histoire, au fond, c'est pas juste celle de Vincent. C'est celle de tous ceux qui, un jour, ont été coupés du monde et qui ont trouvé un moyen d'en recréer un mot à la fois, un silence à la fois, un regard à la fois. Alors si cette histoire t'a touché, partage-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un. Peut-être qu'elle fera écho chez quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. Et surtout, n'oublie pas, si un jour ton corps t'envoie un signal étrange n'attend pas, écoute, cherche, pose des questions, même si on te prend pour un fou, parce que parfois, c'est le début de quelque chose d'immense. Et bien sûr, ce récit ne remplace aucun avis médical. Si tu ressens un symptôme, si quelque chose te semble anormal, parle-en à un professionnel. Chaque cerveau est unique. Chaque histoire aussi. Ah, et pour être totalement transparente, cette histoire est une fiction inspirée de cas neurologiques réels. Les noms, lieux et détails ont été modifiés pour préserver l'anonymat et renforcer la narration. Merci d'avoir été là, jusqu'au bout. Et si tu veux d'autres récits comme celui-là, abonne-toi
laisse un commentaire, raconte-moi ton histoire. Parce qu'on a tous, quelque part, une langue à réapprendre.